Aux funérailles de mon ex qui se sont transformées en mon exécution publique, sa sœur a crié, elle l'a tué avec du stress, et maintenant elle tuera aussi ses enfants. Les mourants ont exigé que je parte. Je pleurais. Puis mon fils de 8 ans s'est mis sur le cercueil et a dit, « Tante Lisa, dois-je leur dire ce que tu as mis dans le café de papa ?» Les funérailles sont devenues silencieuses comme la mort. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'étais debout devant le cercueil de mon ex-mari lorsque sa sœur, Lisa, m'a pointé du doigt et a hurlé ces quelques mots qui ont tout changé. C'est elle qui l'a tué. Arrêtez-la immédiatement. Un silence de mort s'est abattu sur le funérarium. 200 personnes se sont retournées pour me dévisager comme si j'étais une meurtrière qui venait de faire irruption parmi elles. Mes jambes sont devenues cotonneuses. Mon fils de 8 ans, Colton, s'est serré contre moi, son petit corps tremblant. C'était censé être notre adieu à son père. Au lieu de ça, cela se transformait en mon exécution publique. Mais ce qui s'est passé ensuite, lorsque mon fils de 8 ans est monté sur ce cercueil, allait pousser la moitié des invités à appeler la police. Je m'appelle Véronica, et il y a 3 heures à peine, j'étais simplement une mère divorcée qui essayait d'aider son fils à dire au revoir à son père. Garrett avait été mon mari pendant 10 ans avant notre divorce, il y a 2 ans. Nous n'étions pas vraiment amis, mais nous avions trouvé notre rythme en tant que coparents. Il prenait Colton un week-end sur 2, ne manquait jamais un match de baseball, et nous pouvions avoir une conversation civilisée sur les heures de ramassage à l'école sans que cela ne dégénère en guerre. Lisa, en revanche, la sœur de Garrett, m'avait détesté dès le premier jour. Elle me reprochait la liaison de son frère, déformant la logique jusqu'à ce que son infidélité devienne ma faute. « Si tu avais été une meilleure épouse », avait-elle dit lors de notre procédure de divorce, il n'aurait pas eu besoin de chercher du réconfort ailleurs. Le fait qu'il couchait avec son entraîneuse personnelle de 23 ans pendant que j'étais à la maison avec notre enfant malade n'entrait apparemment pas dans son équation. Maintenant, elle se tenait là, son doigt à l'ongle parfaitement manucuré pointé sur moi comme une arme, sa voix s'élevant en un cri strident qui résonnait contre les murs du funérarium. Elle le menaçait. Elle le torturait avec des batailles pour la garde. Le stress lui a provoqué une crise cardiaque et elle le savait. Meurtrière, abuseuse d'enfants. On ne devrait pas la laisser s'approcher d'un enfant, surtout du fils de Garrett. Les personnes en deuil commençaient à reculer. J'entendais des murmures se propager dans la foule. Quelqu'un a dit « Appelez la police ». Une autre voix a marmonné « J'ai toujours pensé qu'elle était vindicative ». Mon ancienne belle-mère, Hélène, était figée au premier rang, le visage blanc comme une feuille de papier. Le frère de Garrett, Paul, s'est levé comme pour intervenir, puis s'est rassis, ne sachant que faire. Je voulais m'enfuir. Chacun de mes instincts me hurlait de prendre Colton et de sortir de là. Mais mon fils, mon garçon de 8 ans, calme et réfléchi, qui portait encore des pyjamas Superman et croyait en la justice, a levé les yeux vers moi, avec ses immenses yeux bruns qui étaient exactement comme ceux de son père, et a dit quelque chose qui a fait s'arrêter mon cœur. « Maman, pourquoi est-ce que tata Lisa ment sur ce qui est arrivé à papa ?» C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon fils savait quelque chose. Quelque chose qui allait transformer ses funérailles en scène de crime avant la fin de la journée. 3 jours avant ce cauchemar au funérarium, j'étais assise dans ma cuisine, fixant mon téléphone comme s'il allait exploser. Le nom d'Hélène s'est affiché à l'écran, et quelque chose au fond de moi m'a dit qu'il ne s'agissait pas de la fête d'anniversaire de Colton ni d'un changement de week-end. Quand on a fait partie d'une famille pendant 12 ans, même après un divorce, on apprend à sentir les secousses avant le tremblement de terre. « Véronica, ma chérie, il faut que tu t'assoies. » La voix d'Hélène n'était pas normale. Trop prudente, trop douce. Je suis resté debout, m'agrippant au comptoir. Garrett a eu une crise cardiaque au travail ce matin. Les ambulanciers ont tout essayé. Il n'a pas survécu. Les mots m'ont frappé par vagues. Crise cardiaque. Tout essayé. Pas survécu. Mon ex-mari, l'homme qui courait 8 km chaque matin et publiait des recettes de milkshake protéiné sur Instagram, était mort à 36 ans. Le même homme qui m'avait envoyé un texto la veille à propos du projet de science de Colton, se plaignant que les instructions du volcan étaient plus compliquées que ses cours de MBA. Ce n'est pas possible, me suis-je entendu dire. Il m'a envoyé une vidéo de lui à la salle de sport dimanche. Il soulevait 90 kilos au développé couché. Un sanglot d'Hélène a brisé mon déni. Les funérailles auront lieu jeudi au funérarium Morrison. S'il te plaît, amène Colton. Quoi qu'il se soit passé entre toi et Garrett, vous étiez une famille.
Vous êtes toujours une famille. Après avoir raccroché, je suis resté debout dans ma cuisine pendant 20 minutes, essayant de trouver comment annoncer à mon fils que son père ne reviendrait jamais. Il n'y a aucun chapitre sur ce sujet dans les manuels de parentalité, aucun tableau Pinterest pour expliquer la mort à un enfant de 8 ans quand on peine soi-même à l'accepter. Colton était dans sa chambre, en train de construire une autre de ses villes complexes en Lego. Il avait hérité du cerveau d'ingénieur de Garrett, créant des structures qui défiaient la gravité et la logique. J'ai toqué à l'encadrement de sa porte, et il a levé les yeux avec cet immense sourire qui le faisait ressembler trait pour trait à son père sur nos photos de mariage. « Salut, mon grand. On peut parler une minute ?» Il a dû voir quelque chose sur mon visage, car son sourire s'est effacé. « Papa va bien ?» Il n'a pas appelé hier soir comme il l'avait promis. Je me suis assise sur sa couette à motif de dinosaure, celle que Garrett avait insisté pour acheter, même si je disais que Colton devenait trop grand pour les dessins animés. « Mon bébé, je dois te dire quelque chose de très difficile. Papa est tombé très malade au travail aujourd'hui. Son cœur a cessé de battre. Je l'ai pris sur mes genoux, sentant tout son corps se raidir. Les médecins ont essayé de l'aider, mais ils n'ont pas pu le réparer. Papa est mort ce matin. » Le silence s'est étiré entre nous, tendu comme la corde d'un funambule. Puis Colton a posé la question qui m'a anéanti. « Est-ce que ça a fait mal quand son cœur s'est arrêté ?»« Non, mon cœur, ai-je menti en le serrant plus fort. C'était comme s'endormir. Très rapide. Il n'a pas eu peur. Mais il devait m'apprendre à faire du vélo sans les petits trous ce week-end, a murmuré Colton contre mon épaule. Il a promis qu'on irait au parc avec la grande colline. Cette nuit-là, Colton a dormi dans mon lit, serrant contre lui l'ours en peluche que Garrett avait fabriqué avec lui l'année dernière. Il portait un minuscule maillot des Lakers et sentait l'eau de Cologne de Garrett, car Colton l'avait vaporisé lors de leur dernière visite. Je n'ai pas dormi du tout, me contentant de regarder la poitrine de mon fils se soulever et s'abaisser, pensant à tous ces moments père-fils qui n'auraient jamais lieu. Les 2 jours suivants se sont enchaînés dans un flou. J'ai aidé Hélène avec les préparatifs des funérailles tout en jonglant avec les questions de Colton. Papa aura-t-il froid sous la terre? Peut-il encore me voir du ciel? Est-ce que je devrais apporter mon bulletin pour le lui montrer? Chaque question était une nouvelle blessure, mais je répondais à tout avec autant de vérité qu'un enfant de 8 ans pouvait en supporter. Paul a appelé pour me prévenir que Lisa prenait les choses très mal et disait des choses qu'elle ne pensait pas. Il a suggéré que je devrais peut-être ne pas venir aux funérailles et le laisser amener Colton à ma place. Mais cela faisait 2 ans que je fuyais le venin de Lisa. Je n'allais pas la laisser voler à mon fils la chance de dire au revoir à son père. Le matin des funérailles, Colton est resté devant son placard pendant 15 minutes avant de sortir la cravate Superman que Garrett lui avait offerte à Noël dernier. Papa a dit que les super-héros sont courageux, même quand ils ont peur, a-t-il expliqué en se débattant avec le clip. Je veux être courageux pour lui. J'ai ajusté sa cravate et lissé l'épi de cheveux qui ne restait jamais plat, le même contre lequel Garrett se battait chaque matin. Tu es déjà la personne la plus courageuse que je connaisse, mon bébé. Alors que nous nous dirigions vers le funérarium Morrison, Colton était silencieux sur la banquette arrière. Puis, juste au moment où nous entrions dans le parking, il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Maman, est-ce que tata Lisa sera là? Je dois dire à quelqu'un pour le café. » Dès que nous sommes entrés dans le funérarium Morrison, j'ai senti l'atmosphère changer, comme l'air avant un orage. Le hall était rempli de collègues de Garrett, de ses partenaires de golf et de sa famille élargie. Mais Lisa se tenait à l'entrée, comme si elle m'attendait spécifiquement. Elle portait une robe noire qui coûtait probablement plus cher que mon prêt immobilier. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon sévère qui rendait son visage aussi tranchant qu'une lame. « Tu as un sacré culot de te montrer ici », a-t-elle sifflé, se plaçant directement sur notre chemin. Son parfum était entêtant, la même marque de luxe qu'elle portait à chaque réunion de famille où elle faisait des commentaires passifs-agressifs sur ma cuisine, mon éducation, mon existence même. J'ai gardé une voix calme et basse, consciente de la main de Colton qui se serrait dans la mienne. Hélène nous a invités. Colton mérite de dire au revoir à son père. Le mériter? Le rire de Lisa était amer et assez fort pour attirer les regards. Ce garçon mérite mieux qu'une mère qui a conduit son père à une mort prématurée. Tata Lisa, dit doucement Colton. S'il te plaît, ne te dispute pas avec maman. Papa n'aimerait pas ça. Pendant une seconde, le visage de Lisa s'est adouci en regardant mon fils. Puis ses yeux se sont à nouveau durcis. Ton papa n'est plus là pour aimer ou ne pas aimer quoi que ce soit, mon chéri.
À cause d'elle. Paul est apparu au coude de Lisa, l'éloignant avec des murmures pressants sur la nécessité de saluer les autres invités. Il m'a jeté un regard d'excuse par-dessus son épaule. Hélène nous a serrés dans ses bras quand nous avons atteint nos places, chuchotant « Je suis si contente que vous soyez venus ». Mais je sentais les yeux de Lisa me brûler le dos depuis l'autre bout de la salle. La cérémonie a commencé assez paisiblement. Le directeur des pompes funèbres a parlé de la célébration d'une vie écourtée. Le partenaire commercial de Gareth, Marcus, a raconté une histoire amusante sur leur première start-up ratée et comment Gareth l'avait convaincu de réessayer. L'éloge funèbre de Paul était magnifique, parlant de son enfance avec Gareth, de leur partie de pêche, de la façon dont Gareth pouvait tout réparer, d'un cœur brisé à une transmission cassée. Puis Lisa est montée à la tribune. Elle a commencé normalement, parlant de son petit frère, de la façon dont elle le protégeait des brutes à l'école primaire. Mais son ton a changé, ses jointures devenant blanches alors qu'elle agrippait les bords du pupitre. « Mon frère a été assassiné », a-t-elle annoncé, sa voix tranchant l'air de la chapelle comme un scalpel. La foule a eu un hoquet collectif. Quelqu'un a laissé tomber un livre de prière. Hélène s'est à moitié levée de son siège, puis s'est laissée retomber. « Pas avec une arme qui laisse des preuves », a poursuivi Lisa, sa voix montant à chaque mot, mais avec le stress, avec un harcèlement constant, avec une ex-femme vindicative qui a fait de sa vie un enfer. Véronica l'a tuée aussi sûrement que si elle lui avait mis un pistolet sur la tempe. Elle a pointé le doigt directement sur moi, et 200 têtes se sont tournées pour me fixer. J'ai senti mon visage brûler, mais j'ai gardé les yeux droits, mon bras autour de Colton, qui avait commencé à trembler. Elle le menaçait constamment, disait qu'elle emmènerait Colton pour toujours, qu'elle déménagerait à l'autre bout du pays où Gareth ne le verrait plus jamais. Elle a déposé requête sur requête au tribunal, vidant ses comptes en banque avec les frais de justice. Le stress lui a provoqué cette crise cardiaque. Elle savait qu'il avait de l'hypertension, connaissait les antécédents familiaux de maladies cardiaques, et elle a poussé, jusqu'à ce que son cœur ne puisse littéralement plus le supporter. « Lisa, s'il te plaît, pas ici. Pas devant l'enfant », a supplié Hélène depuis le premier rang. Mais Lisa était inarrêtable. Et maintenant, elle est là, jouant le rôle de l'ex-femme éplorée. Elle est probablement déjà en train de calculer le montant de son assurance vie, de planifier comment dépenser l'argent destiné à l'avenir de Colton. Elle a détruit mon frère, et croyez-moi, elle détruira aussi ce garçon innocent. On ne devrait pas la laisser s'approcher d'un enfant, surtout du fils de Gareth. Elle est toxique, un poison, un cancer qui se propage à tout ce qu'elle touche. Les murmures ont commencé immédiatement. J'ai entendu des bribes. J'ai toujours pensé qu'elle était froide. Pauvre Gareth. Ça explique le divorce. Quelqu'un devrait appeler les services sociaux. Une femme que je ne connaissais pas a même éloigné ses enfants de l'endroit où nous étions assis, comme si ma proximité pouvait les contaminer. La petite voix de Colton a percé ma spirale d'humiliation. « Maman, pourquoi tata Lisa ment à ton sujet? Tu n'as jamais dit ces choses. Tu as dit à papa que tu voulais que j'ai 2 parents qui m'aiment. » Mais Lisa n'avait pas fini. Elle a sorti son téléphone, l'agitant comme une preuve dans un procès. J'ai des textos. Gareth me disant à quel point il avait peur, comment elle le manipulait, comment elle utilisait leur fils comme une arme. C'est un monstre qui se cache derrière le masque d'une mère. Le directeur des pompes funèbres s'est approché de la tribune, essayant clairement de reprendre le contrôle. Mais Lisa l'a repoussé. Tout le monde doit connaître la vérité. Elle a tué mon frère avec une cruauté calculée, et elle est ici pour danser sur sa tombe. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à prendre parti. Certains hochaient la tête en accord avec les accusations de Lisa. D'autres semblaient mal à l'aise. Quelques-uns se sont dirigés vers les sorties. La belle cérémonie funéraire s'était transformée en un procès public, et j'étais l'accusé sans aucune chance de m'exprimer. Je me suis levé lentement, les jambes tremblantes, mais l'esprit soudainement très clair. Ce n'était pas l'endroit pour une confrontation, et Colton n'avait pas besoin d'assister davantage à la performance venimeuse de sa tante. J'ai attrapé mon sac à main, gardant mes mouvements calmes et délibérés, essayant de ne pas donner l'impression de fuir, même si chaque cellule de mon corps hurlait de courir. « Viens, mon bébé », ai-je murmuré à Colton. « Nous devrions y aller. » Mais alors que je rassemblais nos affaires, la main de Colton a glissé de la mienne. Il est resté parfaitement immobile un instant, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de profondes respirations, sa cravate Superman captant la lumière des vitraux. « Non, maman. » Sa voix était plus forte que je ne l'avais jamais entendue. « Papa ne s'enfuirait pas.
Il m'a dit que les Wayne ne fuient jamais devant les brutes. Avant que je puisse l'arrêter, avant que quiconque puisse réagir, mon fils de 8 ans a marché droit dans l'allée centrale vers le cercueil de son père. Le claquement de ses chaussures de ville contre le sol en marbre résonnait dans la chapelle soudainement silencieuse. Le directeur des pompes funèbres a tenté d'intervenir, tendant la main pour le guider vers son siège, mais Colton l'a esquivé avec une agilité surprenante. D'un mouvement fluide qui semblait impossible pour un enfant de sa taille, Colton est monté sur l'estrade à côté du cercueil de son père. Il se tenait là, du haut de son mètre 20, face à la foule de 200 adultes stupéfaits. La lumière de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres créait un halo autour de sa petite silhouette. « Tata Lisa », a dit Colton, sa voix portant jusqu'à chaque recoin de la pièce. « Tu racontes des mensonges sur ma maman, et papa m'a appris que mentir, c'est mal, surtout à l'église. » Le visage de Lisa est passé du pâle au cramoisi en quelques secondes. « Mon chéri, tu ne comprends pas les problèmes d'adultes. Descends de là tout de suite. »« Je comprends tout. » La voix de Colton n'a pas faibli. « Je comprends que papa était malade. Je comprends que tu lui rendais souvent visite. Et je comprends ce que je t'ai vu faire. » La salle semblait retenir son souffle collectivement. Hélène a attrapé le bras de Paul. Plusieurs personnes ont sorti leur téléphone. Pour enregistrer ou pour appeler à l'aide, je ne saurais le dire. « De quoi parles-tu, enfant ?» La voix de Lisa était devenue tranchante, dangereuse. « Tu es confus. Tu es en deuil. Que quelqu'un le fasse descendre de là. » Mais Colton a tenu bon, ses petites mains serrées en poing le long de son corps. « Je ne suis pas confus. Je t'ai vu, tata Lisa, tous les matins quand tu venais chez papa. Tu disais que tu l'aidais à se sentir mieux, mais il devenait de plus en plus malade. Bien sûr que je l'aidais. Je lui apportais des vitamines, des compléments pour sa course à pied. » La voix de Lisa s'est légèrement brisée. « Ta mère t'a monté contre moi. »« Maman ne sait pas, » a simplement dit Colton. « Je ne le lui ai jamais dit. Je ne l'ai dit à personne. Mais je te regardais à travers la rampe de l'escalier. Chaque matin, pendant tout le mois dernier, tu préparais le café spécial de papa. Tu y mettais de la poudre blanche qui venait d'une petite fiole que tu gardais dans ton sac. » Le halètement qui a parcouru la foule était comme le vent dans les arbres. Quelqu'un au fond a dit « Oh mon Dieu !» Hélène s'est levée complètement maintenant, la main sur la bouche. Lisa a ri, mais son rire sonnait faux, creux. « De la poudre de protéines. Je mettais de la poudre de protéines dans son café. C'est ridicule. C'est un enfant qui invente des histoires. Alors pourquoi as-tu dit à papa de ne le dire à personne ?» La question de Colton flottait dans l'air comme une accusation. « Pourquoi as-tu dit que ça devait être notre secret ? Et pourquoi jetais-tu les fioles dans la benne à ordures derrière l'épicerie au lieu de la poubelle de papa ?» Paul s'est avancé, le visage cendré. « Lisa, de quoi parle-t-il ?»« Il ment », a hurlé Lisa, mais sa voix était devenue trop aiguë, trop désespérée. « Il a été coaché. C'est Véronica qui lui a mis ça en tête. » Colton a sorti sa tablette de sa poche, celle que Garrett lui avait offerte pour son anniversaire. « Papa m'a appris à documenter les choses importantes. Il disait, les preuves valent mieux que les disputes. » Il a brandi la tablette. « J'ai des vidéos, tata Lisa. 17 vidéos de toi en train de mettre de la poudre dans le café de papa. Tu as dit que ça aiderait pour l'affaire de la garde. Tu as dit que si papa tombait malade, le juge verrait que maman le stressait et qu'elle ne pourrait pas m'emmener. » Le funérarium a éclaté dans le chaos. Les gens criaient, certains appelaient la police, d'autres essayaient de se rapprocher pour mieux entendre. Lisa s'est jetée vers l'estrade en hurlant « Donne-moi cette tablette !» Mais Paul et 2 autres hommes l'ont retenue. « Tu as dit des vitamines », a continué Colton, sa voix perçant le bruit. « Mais les vitamines ne font pas vomir. Papa vomissait tous les matins après son café. Il était si fatigué qu'il pouvait à peine me conduire à l'école. Ses mains tremblaient quand il essayait de m'aider à faire mes devoirs. Je suis resté figé, mon esprit s'emballant pour traiter ce que mon fils révélait. Tous ces matins où Garrett avait appelé pour dire qu'il était trop malade pour ses jours de garde. La perte de poids que j'avais attribuée au stress. Le teint gris qu'il avait développé le mois dernier et que je croyais dû à un surmenage. Je voulais le dire à quelqu'un. » La voix de Colton s'est brisée pour la première fois, des larmes coulant sur son visage. « Mais tu as dit que si je le disais à quelqu'un, maman m'emmènerait pour toujours et que je ne reverrais plus jamais papa. Tu as dit que tu protégeais notre famille. » Le funérarium a explosé comme un volcan. Hélène a poussé un cri que je ne lui avais jamais entendu, un son primal et blessé.
Paul a attrapé le bras de Lisa alors qu'elle essayait de se jeter à nouveau sur Colton, criant « Cette tablette est à moi. Il l'a volée chez moi ». 3 personnes différentes étaient au téléphone avec la police, parlant les unes par-dessus les autres. Mais mon fils, mon courageux garçon de 8 ans, continuait de parler depuis sa position à côté du cercueil de son père. « J'ai pris une vidéo chaque matin après ton départ », a dit Colton, faisant défiler les images sur sa tablette. « Papa était au travail, et tu pensais que je jouais à des jeux vidéo à l'étage, mais je t'ai observé et je t'ai enregistré. » Le directeur des pompes funèbres avait renoncé à rétablir l'ordre et dégageait plutôt un passage pour ce que nous savions tous qui allait arriver. Effectivement, en moins de 5 minutes, 2 policiers sont entrés dans la chapelle, suivis rapidement par 2 autres. L'agente principale, une femme aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants, s'est approchée lentement de l'estrade. « Mon garçon, je suis l'agente Rodriguez. Peux-tu descendre et venir me parler ?» Colton m'a regardé et j'ai hoché la tête, m'avançant pour l'aider à descendre. Alors que je le soulevais de l'estrade, il m'a murmuré à l'oreille « Je suis désolé, maman. J'aurais dû le dire à quelqu'un plus tôt. »« Tu as été parfait, mon bébé », ai-je chuchoté en retour, le serrant fort. L'agente Rodriguez a pris délicatement la tablette des mains de Colton. « Nous allons devoir regarder ce qu'il y a dessus. » Elle a regardé Lisa, qui était passée du rouge au blanc fantomatique. « Madame, j'ai besoin que vous restiez exactement où vous êtes. »« C'est de la folie », a crié Lisa, mais sa voix se brisait. « J'aidais mon frère. Il avait une carence en potassium à cause de toute sa course à pied. Son médecin a dit qu'il avait besoin de compléments. »« Alors vous aurez l'ordonnance », a dit calmement l'agente Rodriguez. « Et le nom du médecin ? » ?»« Je n'ai rien à vous dire. Cet enfant est traumatisé. Il invente des choses parce que sa mère l'a coaché. » Lisa m'a de nouveau pointé du doigt, mais sa main tremblait violemment. « C'est elle qui devrait être arrêtée. Elle a tué Garrett avec le stress. » Paul s'est avancé, le visage un masque de fureur contenue. « Lisa, dis-leur simplement la vérité. Qu'est-ce que tu lui as donné ? » ?»« Des compléments de potassium », a insisté Lisa. Puis, dans la même phrase, de la poudre de protéines, puis des vitamines pour son cœur. Chaque version contredisait la précédente, son histoire s'effondrant en temps réel. L'agente Rodriguez a enfilé des gants en latex et a pris un sac de preuves de son partenaire. « Nous allons devoir prendre cette tablette comme preuve. Et madame, elle a regardé Lisa, nous avons besoin que vous veniez avec nous pour un interrogatoire. »« Je veux un avocat », a hurlé Lisa. « C'est du harcèlement. Ce garçon ment. » Mais Colton n'avait pas fini. Il a regardé directement sa tante, des larmes coulant sur son visage, mais sa voix était stable. « Tu as dit à papa que tu avais peur de nous perdre. Tu as dit que maman allait déménager en Californie et m'emmener. Tu as dit que la poudre le rendrait juste un peu malade pour que le juge pense que maman lui faisait du mal. Mais papa est devenu de plus en plus malade. Il ne pouvait même plus me pousser sur les balançoires. » Le détective Morrison est arrivé alors, un grand homme avec un carnet déjà sorti. Il était l'enquêteur sur le cas de Garrett. Procédure standard pour une mort soudaine. « Nous avons obtenu les résultats préliminaires de l'autopsie en venant ici », a-t-il annoncé à la salle. Monsieur Wayne avait des niveaux de chlorure de potassium 3 fois supérieurs à la dose létale dans son système. Nous avions attribué cela à un problème cardiaque, mais cela change tout. Les jambes de Lisa ont lâché. Elle s'est effondrée sur une chaise, sanglotant hystériquement. « Je ne voulais pas le tuer. Je voulais juste le rendre un peu malade. » Le site web disait que de petites quantités provoqueraient de la fatigue et des nausées. Je le protégeais d'elle. Elle m'a pointé du doigt une dernière fois, mais l'accusation avait perdu toute sa force. « Quel site web ?» a demandé le détective Morrison, le stylo prêt. « Celui sur les batailles pour la garde d'enfants et la protection des droits des pères. Il disait que parfois, il faut prendre des mesures extrêmes pour protéger les enfants des mères toxiques. Je sauvais Colton. » La voix de Paul était glaciale. « Tu as tué notre frère à cause de quelque chose que tu as lu sur Internet. » Je mesurais soigneusement, a gémi Lisa, un quart de cuillère à café chaque jour. Le site disait que ce serait suffisant pour montrer des symptômes mais pas pour causer de dommages permanents. Mais il a commencé à aller plus mal, alors j'ai augmenté la dose pour accélérer les choses avant l'audience pour la garde le mois prochain. L'aveu flottait dans l'air comme un poison. Hélène s'est évanouie, nécessitant l'intervention de 2 ambulanciers qui venaient d'arriver. Les invités des funérailles fuyaient ou se pressaient plus près, téléphone sorti, enregistrant tout.
quelqu'un du bureau de Garrett pleurait au fond de la salle. L'agente Rodriguez a lu ses droits à Lisa pendant que son partenaire lui passait les menottes. Alors qu'il l'emmenait vers la porte, Lisa m'a regardé avec une haine pure. « C'est de ta faute. Si tu n'avais pas divorcé, si tu n'avais pas essayé de prendre Colton, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est toi qui l'as tué. Toi. » Mais ces mots sont tombés à plat. Tout le monde avait entendu la vérité de sa propre bouche. Elle avait empoisonné son frère, le père de mon fils, à cause de son besoin tordu de contrôler une situation qui n'avait pas besoin de l'être. Les funérailles ont dû être reportées indéfiniment. Le funérarium Morrison est devenu une scène de crime, avec du ruban jaune bloquant l'entrée de la chapelle et des équipes de la police scientifique collectant des preuves. Hélène a été gardée à l'hôpital pour observation après son malaise. Et Paul est resté avec elle, tous deux essayant de comprendre comment Lisa, leur sœur et fille, avait assassiné Garrett tout en prétendant le protéger. Cette nuit-là, je me suis assise avec Colton dans sa chambre alors qu'il se laissait enfin complètement effondrer. La cravate Superman gisait froissée sur sa table de chevet, et il sanglotait contre ma poitrine avec la force de toute la peur et de la culpabilité qu'il avait portée seul. Je savais que quelque chose n'allait pas. « Maman » a-t-il pleuré, son petit corps secoué de tremblements. Chaque matin, après le départ de Tata Lisa, papa courait aux toilettes. Il me disait qu'il avait la grippe. Mais la grippe ne dure pas un mois entier. J'aurais dû le dire à quelqu'un. Peut-être que si j'avais dit quelque chose plus tôt, papa serait encore en vie. Je l'ai serré plus fort, mes propres larmes tombant dans ses cheveux. Écoute-moi, mon bébé. Ce n'est pas ta faute. Pas le moins du monde. Tata Lisa est une adulte qui a fait des choix terribles. Elle t'a manipulé, t'a fait peur, et a utilisé ton amour pour ton papa contre toi. Tu as été assez courageux pour parler quand c'était le plus important. Tu as empêché d'autres personnes d'être blessées. Tu crois que papa sait que j'ai essayé d'aider ? Sa voix était si petite, étouffée contre mon épaule. Je sais qu'il le sait, et il est si fier de toi. Tu as défendu la vérité quand tout le monde croyait à des mensonges. Le détective Morrison a appelé le lendemain matin avec des nouvelles. L'historique de l'ordinateur de Lisa montrait des mois de recherche sur l'empoisonnement au chlorure de potassium, des dizaines de visites sur des forums sur la protection des pères contre les ex-femmes vindicatives et des commandes auprès de fournisseurs vétérinaires où elle avait acheté le chlorure de potassium en prétendant que c'était pour ses chevaux inexistants. Elle avait tenu un journal documentant les symptômes de Garrett, se réjouissant quand il semblait faible, frustré quand il montrait des signes d'amélioration. Le témoignage et les vidéos de votre fils ont été cruciaux, m'a dit Morrison. Sans eux, nous n'aurions peut-être jamais su qu'il s'agissait d'un meurtre. Lisa était prudente, mais elle n'avait pas compté sur le fait qu'un enfant de 8 ans serait aussi observateur ou assez courageux pour parler. Le procès a été rapide. L'avocat de Lisa a tenté de plaider la folie passagère, affirmant qu'elle avait été poussée à des mesures désespérées par sa peur de perdre son neveu. Mais la préméditation était trop claire, les entrées de journal trop calculées. Elle avait écrit des choses comme « dose augmentée aujourd'hui »,« audience pour la garde dans 3 semaines, besoin de symptômes plus spectaculaires ». Et il a mentionné aller chez le médecin, je l'ai convaincu que c'est juste le stress du harcèlement de V. Lisa a écopé de 15 ans pour homicide involontaire, bien que le procureur ait requis des poursuites pour meurtre. Lors de sa condamnation, elle a encore essayé de me blâmer, affirmant que je l'Y avais poussé avec ma campagne pour voler Colton. Le juge l'a fait taire, déclarant que ses délires sur la garde ne justifiaient pas d'empoisonner son frère. Hélène et Paul sont devenus des piliers dans nos vies après que tout se soit calmé. Hélène a déménagé plus près de nous, voulant être proche de son petit-fils. Elle m'a dit quelque chose qui résonne encore dans mon esprit. Lisa avait si peur de te perdre Colton qu'elle a fini par nous enlever Garrett à tous. La peur pousse les gens à faire des choses terribles quand ils la laissent les contrôler. Les vraies funérailles, tenues 6 semaines plus tard, ont été tout ce que les premières auraient dû être, paisibles, pleines d'amour, axées sur la célébration de la vie de Garrett plutôt que sur l'attribution des torts pour sa mort. Colton a lu une lettre qu'il avait écrite à son père sur le fait d'être courageux comme Superman, de dire la vérité même quand des gens effrayants essaient de vous faire taire. Il n'y avait pas un œil sec dans la chapelle, mais pour les bonnes raisons cette fois. Paul a prononcé un nouvel éloge funèbre, parlant de pardon et de justice, de la façon dont Garrett voudrait que nous allions de l'avant avec amour, pas avec haine, même pour Lisa, bien que ce pardon prendrait du temps. Mon frère est mort parce que quelqu'un prétendait l'aimer trop pour le laisser partir, a dit Paul. Que cela soit une leçon pour nous tous sur la différence entre l'amour et le contrôle.
Colton a commencé une thérapie pour gérer tout cela, et son thérapeute dit qu'il est remarquablement résilient. Il porte toujours cette cravate Superman les jours importants, comme pour les exposer à l'école ou quand il visite la tombe de son père. Il dit que cela lui rappelle que les héros ne portent pas toujours de cape. Parfois, ils portent des cravates à clips et disent la vérité quand tout le monde a trop peur de la voir. Mon fils m'a sauvé ce jour-là d'une fausse accusation qui aurait pu détruire ma vie. Mais plus important encore, il a trouvé sa voie et a appris que dire la vérité au pouvoir signifie parfois se tenir sur une estrade à côté du cercueil de son père et refuser de laisser les mensonges enterrer la vérité avec lui. Le dernier texto que Garrett m'ait jamais envoyé concernait la réunion parents-professeurs de Colton. Il a ton courage et ton compas moral. Ce gamin va changer le monde un jour. Il avait raison. Notre fils de 8 ans a rendu justice à son père d'une manière qu'aucun adulte n'aurait pu, simplement en étant assez courageux pour documenter la vérité et la dire quand c'était le plus important. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec d'autres qui ont besoin d'entendre parler du pouvoir de la vérité et du courage des enfants. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où quelqu'un d'inattendu a défendu ce qui était juste. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies et puissantes qui nous rappellent que les héros existent dans toutes les tailles et que parfois, les plus petites voix disent les plus grandes vérités.